pense que c'est la grande erreur de la social-démocratie, c'est d'avoir cru qu'il était possible de transformer de l'intérieur le système capitaliste. Je pense que, étant donné ce que sont les postulats fondamentaux du capitalisme et du libéralisme qui est sa philosophie, qui est son idéologie, ce système n'est pas réformable. Et il me semble que tout ce qui se passe dans le monde depuis maintenant un demi-siècle témoigne de façon éloquente de l'impossibilité pour ce système de se réformer lui-même, de s'améliorer. Ça me semble incompatible. Il y a incompatibilité entre les finalités propres du capitalisme et puis le bonheur du genre humain. La lutte contre le système capitaliste est condamnée à s'embourber, à s'enliser, comme elle l'est déjà d'ailleurs, dans ce que j'appellerais une rhétorique de l'anticapitalisme. Par rhétorique de l'anticapitalisme, j'entends ce discours avec ses figures obligées, avec ses règles, sa syntaxe, ses thèmes de prédilection, etc. Le discours qui est tenu, discours à plusieurs voix, par l'ensemble des forces aujourd'hui qui se mobilisent contre le système capitaliste. Que signifie être anticapitaliste? Est-ce que c'est simplement une question d'humeur? Est-ce que l'anticapitalisme est une humeur qui s'empare comme ça des individus? Ou bien est-ce que l'anticapitalisme est une démarche à la fois critique et constructive? Si c'est une humeur, ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas grand intérêt. Si c'est une démarche critique et constructive, alors il faut se demander qu'est-ce qu'on est en train de construire. En tout cas, ça suppose qu'on ne veut plus de l'existant. On ne veut plus du système actuellement en place. Or, le système actuellement en place, quelle est sa caractéristique fondamentale? C'est qu'il a porté à sa perfection la logique qui a prévalu depuis des siècles dans les rapports humains et qui est la logique de l'appropriation privée. Bon. Depuis des siècles et des millénaires, on peut dire que ce qui a caractérisé la vie sociale dans les différents pays et dans les différentes sociétés, c'est le fait que des minorités, s'appuyant sur la force des armes ou d'autres moyens de coercition, se sont emparés massivement, voire de façon monopolistique, des moyens d'existence, des ressources, des biens, des fruits du travail collectif, etc., au détriment de l'immense majorité des êtres humains qui étaient leurs contemporains. Bon. Tous les régimes ont fonctionné dans cette logique et sur ce modèle de l'appropriation privée, avec des formes politiques qui ont pu varier, mais qui fondamentalement
permettait de préserver cette logique et de l'imposer de génération en génération, etc. La révolution socialiste est la seule démarche qui ait été en mesure de porter un coup d'arrêt à ce processus. C'est la première fois dans l'histoire, si on accepte les expériences lointaines, antédiluviennes du communisme primitif, dont d'ailleurs sur lesquelles on a fort peu de témoignages, la seule rupture avec le règne de la propriété privée, c'est-à-dire le règne des minorités de propriétaires, ça a été la rupture socialiste, ou communiste, si vous préférez. Bon. C'est-à-dire la démarche qui a consisté à mettre fin de façon révolutionnaire à ce régime séculaire, millénaire, et à lui substituer une organisation sociale caractérisée par la propriété collective. Alors, pour tout un tas de raisons sur lesquelles nous n'avons pas le temps de nous arrêter et de nous appesantir, cette expérience a capoté. Elle a capoté, fondamentalement d'ailleurs, pour des raisons qui ne sont pas liées au caractère collectif de la propriété, mais à des aspects annexes, tels que par exemple le bureaucratisme, l'insuffisance de participation des populations, etc., etc. Bon. Il y a eu un déficit démocratique qui a coûté très cher. Ça n'invalide absolument pas le principe de la propriété collective. Et c'est là que se situe le véritable choix. Ou bien on en reste au principe de l'appropriation privée, et à ce moment-là, des générations viendront après nous, comme les nôtres sont venues après celles de nos prédécesseurs, de nos pères, nos grands-pères, etc., et continueront à se demander comment on peut réformer de l'intérieur cette machine à broyer les êtres humains qu'est le capitalisme, ou bien on en viendra à la propriété collective, au système de la propriété collective, qui est le seul. Car, en vérité, on ne voit pas, si on supprime la propriété privée, l'appropriation privée des biens et des ressources, ce qu'on peut mettre à la place, sinon la propriété collective, encore une fois, sous des formes qui impliquent ce à quoi vous faisiez allusion il y a un instant, c'est-à-dire qui implique qu'on tire les enseignements de toutes les expériences qui ont pu se faire, qui continuent à se faire, expériences d'appropriation privée à l'échelon local, à l'échelon régional, avec des formes de mutualité, de coopérative, etc. Bon, toutes sortes de montages. Parmi les élus, je suis convaincu, pour autant qu'on puisse en juger, pour autant qu'on soit informé, que la majorité de ces hommes et de ces femmes sont des gens honnêtes. Je veux dire qu'ils ne font pas une carrière politique pour s'en mettre plein les poches, bon, comme on dit familièrement. Ça arrive à quelques-uns d'entre eux, mais je ne pense pas qu'il faille en faire une règle générale. Je pense que, très sincèrement, parce qu'ils sont ainsi façonnés, ainsi conditionnés, ce sont des Pascal Lamy, des gens, ce sont des Cam déçus, etc. Ce sont des députés socialistes français, des écolos, etc. Des gens honnêtes, qui
qui sont animés sans doute d'une réelle ambition, mais après tout, ce n'est pas un crime. L'ambition personnelle, si elle contribue à donner à quelqu'un l'énergie nécessaire pour s'occuper des affaires politiques, prendre des responsabilités, etc., tant mieux. On ne peut que les en féliciter et les en remercier, à condition, évidemment, ça ne les conduise pas à déborder, à mordre le trait et finalement à travailler à leurs intérêts personnels ou aux intérêts de leur parti davantage qu'à l'intérêt général. Mais pour l'instant, on ne sent pas monter d'en bas, justement, cette volonté de changement, de transformation. Il y a beaucoup de discours qui se font, il y a beaucoup de... Jamais le mouvement associatif n'a été aussi développé qu'à l'heure actuelle, jamais autant de gens ne se sont sentis la fibre militante, ne se sont mobilisés pour faire des manifs, etc. Et en même temps, ça donne un peu l'impression, enfin en tout cas, c'est celle que j'ai, l'impression d'assister à ces spectacles d'opéra où sur la scène, il y a une armée qui piétine avec des hallebardes à la main en disant nous partons au combat, marchons, marchons, et ils sont toujours là, et ils sont toujours sur la scène, et le spectacle continue. Rien de plus dérisoire que ces mobilisations de théâtre qui ne débouchent jamais, sur aucune bataille. Le système capitaliste, aujourd'hui comme hier et avant-hier, continue à engendrer un énorme mécontentement. Il y a des millions de gens, d'hommes, de femmes, de toute nationalité, on pourrait presque dire de toutes conditions, qui sont mécontents du fonctionnement du système. Ça ne veut absolument pas dire qu'ils sont décidés à y mettre fin. Et c'est de là que les partis socialistes actuels tirent leur prospérité et leur fortune. C'est du fait qu'ils sont là pour proposer à tous ces mécontents de bricoler des améliorations internes et d'oublier le vieux rêve de changer le système lui-même, d'y mettre un terme et de le remplacer par un autre système qui serait un système socialiste véritable. Et moi, je préfère, étant donné l'évolution sémantique du mot socialisme, oui, je préférerais dire, et je sais que ça ferait hurler pas mal de gens, système communiste. Je pense qu'il n'y a pas 50 000 façons d'organiser la planète si on se propose de travailler au bonheur des populations, au bonheur du genre humain. La planète doit être à tous, elle est à tous. Elle est à tous. Et les fruits de l'exploitation de ces ressources doivent revenir à tous. Et à mon sens, c'est ça le communisme. Quelle que soit par ailleurs la forme juridico-politique qu'on peut donner à cette organisation à un moment donné, dans un pays donné, en tenant compte de ses traditions, de ses expériences historiques, etc. Il y a différentes façons d'organiser la propriété collective, de gérer la propriété collective.
la gestion de la propriété collective n'implique pas nécessairement le centralisme bureaucratique, n'implique pas nécessairement une planification rigide et dictatoriale, etc. Ça, ce sont là des arguments de l'anticommunisme. On peut très bien envisager des formes. Il existe ça et là, d'ailleurs, dans le monde, des expériences circonscrites, localisées, bien entendu, mais qui montrent qu'on peut marier à la fois le communisme et la liberté d'initiative, la créativité des individus, etc. Par conséquent, la question qui se pose aujourd'hui aux gens qui se prétendent anticapitalistes, c'est celle de savoir si, oui ou non, ils veulent aller au communisme. Si oui, à ce moment-là, il convient d'en tirer les conséquences. Sinon, eh bien, il convient aussi d'en tirer les conséquences. Ça veut dire que toutes ces mobilisations, ces manifestations, etc., ne sont que simagrées et poudre aux yeux. Si on descend dans la rue aujourd'hui pour critiquer le capitalisme sans avoir le projet de lui substituer une organisation communiste de la société, reposant sur la collectivisation, en tout cas l'appropriation collective de tous les biens et de toutes les ressources de la planète par l'ensemble des populations, alors c'est qu'on est en train de faire du cinéma, qu'on est en train de faire du théâtre. La question n'est pas d'instaurer je ne sais quel ascétisme morose qui imposerait aux gens de vivre dans les mortifications, les macérations continuelles, etc. Enfin bon, je suis pas un homme du Moyen Âge. Je pense être un individu moderne. Mais encore une fois, inspirons-nous de l'héritage fabuleux, formidable que nous ont légué nos prédécesseurs, sous forme de ce qu'il est convenu d'appeler les humanités, l'humanisme, etc. Bon, un certain nombre de normes, de valeurs, de modèles qui ont, à une certaine époque, structuré la vie des gens, aussi bien au plan individuel qu'au plan collectif, dans leurs rapports les uns avec les autres, etc. Essayons de nous inspirer de cet héritage que nous avons la chance de posséder et qui est en train de tomber en déshérence. Au point que se réclamer aujourd'hui de ces valeurs et de ces normes qui impliquaient une certaine forme de tenue, comme disait Julien Benda, la capacité de se tenir ou de se retenir. Aujourd'hui, il faut se lâcher. Le mot d'ordre, c'est se lâcher. Il fut un temps où c'était se tenir. Aussi bien au sens physique du mot qu'au sens moral, bien entendu, avoir de la tenue ou de la retenue. Bon, rien que déjà avec quelques mots comme ça, on voit l'abîme qui s'est creusé et qui a été creusé dans le monde moderne par la logique du système capitaliste qui tend à faire de chaque individu, je dis bien, j'insiste sur le mot individu, c'est-à-dire en le coupant, en faisant une espèce de monade, un moi unique ou qui se croit unique, obsédé par la seule satisfaction de ses besoins, de ses désirs personnels, et la seule recherche de son plaisir.
nous vivons confortablement dans un monde où nous avons une auto, une maison, etc. Bon, et d'abord, comment faire autrement? À moins de, évidemment, renouveler, rééditer la démarche de sécession dont je parlais tout à l'heure, qui fut celle d'un certain nombre d'individus optant pour la vie érémitique, monastique, devenir moine mendiant. Hein, bon. Mais est-ce que le salut de l'humanité se trouve dans une conversion massive des Français, des Belges, des Italiens, des Allemands, etc., à la vie des moines mendiants? Est-ce que pour battre le capitalisme, il faut absolument que nous devenions tous des François d'Assise et des Claire d'Assise? Est-ce qu'il faut que nous devenions tous des hommes et des femmes qui se dépouillent de leurs vêtements de ville, passent la robe de bure, se tondent le crâne, il y en a pour qui ce serait déjà fait, et s'en aillent ensuite vivre comme ça sur les routes, en mendiant leur subsistance comme les bonzes, etc. Ça assure peut-être le salut personnel. Ça assure peut-être le salut personnel. On a peut-être les dividendes de ces renoncements ailleurs, dans une autre vie, dans un autre monde, mais il est douteux que ça nuise beaucoup au capitalisme. En tout cas, que ça l'affecte fondamentalement. Et c'est pas ça qui est en question. C'est pas ça qui est en question. La démarche anticapitaliste n'est pas une démarche de salut personnel, ou en tout cas, elle n'est pas que cela. Hein. Elle est une démarche qui vise à construire un monde social, dans lequel on peut vivre entre humains, dignes de ce nom, avoir des rapports humains, qu'il s'agisse de rapports de travail, qu'il s'agisse de rapports de loisirs, de rapports amicaux, de rapports professionnels ou autres, vivre comme des êtres humains dignes d'estime, de considération, etc. Voilà ce qui est en question. Se battre contre le capitalisme, c'est pas assurer, c'est pas la démarche nécessaire pour assurer sa vie dans l'au-delà. Tant mieux si ça a aussi ce résultat, mais enfin, ça n'est pas ce résultat qui constitue la motivation de l'anticapitaliste. Il s'agit de vivre dans ce monde ici et maintenant, et d'en faire un monde humain. Un monde qui est arrivé au niveau de développement où il est arrivé. Il ne s'agit pas de faire tourner la roue de l'histoire en arrière, d'aller au grenier chercher nos vieilles lampes à pétrole. Je n'ai pas du tout envie d'aller vivre au désert, je n'ai pas du tout envie de vivre dans un monde sans sécurité sociale, etc., etc. Ce que je souhaite, c'est que ceux dont je bénéficie, etc., soient accessibles à tout le monde. Bon. Tout en étant d'ailleurs, parce qu'il faut être quand même réaliste et raisonner correctement, tout en étant convaincu que si nous devions nous mettre vraiment, honnêtement, à partager aujourd'hui, cela entraînerait très certainement des changements importants et sans doute désagréables dans notre mode de vie, dans notre niveau de vie. Seulement, il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien on veut accéder au sommet de l'American Way of Life, et toujours plus de confort, etc.
en sachant qu'on appartient à ce moment-là forcément à la minorité des privilégiés qui, sur la planète, bénéficient de l'exploitation, de l'extorsion, etc., etc. Mais à ce moment-là, on n'est plus à gauche. On n'est plus anticapitaliste, on devient, comme tant de classes moyennes en France, en Belgique ou ailleurs, on devient un partisan de la société existante, on s'inscrit dans sa dynamique, dans sa logique, et on n'a plus qu'à dire vive le capitalisme, ce que font pas mal de gens, hein. Parmi nos connaissances, nos amis, nos proches, etc. Des quantités de gens disent après tout, on n'est pas si mal, bon, quelques petites bavures, mais on peut y remédier, mais nous sommes bien, etc. Oui, nous sommes bien, mais à quel prix? Voilà. Tout système social, pas seulement le système capitaliste, tout système social existe toujours sous deux formes. Une forme objective, ce qu'on pourrait appeler la forme extérieure, le monde qui nous entoure avec tout ce qu'il contient, tout ce qui permet de le structurer, de l'organiser, etc., de le faire fonctionner. Hein. Et c'est généralement ce à quoi on pense quand on pense la société. On pense toujours la société comme quelque chose qui environne l'individu, qui environne je, qui environne le moi. Mais très peu de gens, sauf quelques sociologues éminents dans l'histoire, ont pris conscience que la société, c'est pas simplement ce qui est à l'extérieur de moi, à l'extérieur de celui qui dit je, l'acteur, etc. La société, elle est aussi dedans, elle est aussi à l'intérieur. Le monde social est un monde à la fois externe et interne, à cause de, bon, pour le dire en un mot qui résume tout, à cause du processus de socialisation des individus. Ils viennent au monde dans un monde social qui s'empare d'eux et qui les façonne, selon des modèles appropriés à l'époque, au groupe, etc., etc. Si bien que la logique de fonctionnement des structures externes devient aussi la logique de fonctionnement des structures internes. Nous sommes des créatures du système capitaliste. Et tout, y compris dans notre goût, dans nos goûts, dans nos besoins, dans nos désirs, etc. Jusqu'au plus profond de notre intimité, nous sommes des créatures du système capitaliste. Alors, c'est bien de se battre contre ce système, mais cette bataille est vouée à l'échec si elle ne s'accompagne pas de la prise de conscience extrêmement pénible, douloureuse pour chacun, la prise de conscience de sa propre contribution. Moi, je ne peux pas dissocier les deux dans mon raisonnement. Je crois qu'au contraire, dissocier les deux dimensions internes et externes de la lutte anticapitaliste, c'est aujourd'hui tomber dans le panneau. C'est faire le jeu précisément du système. C'est s'enfermer avec plus ou moins de complaisance dans une rhétorique de la résistance qui ne résiste à rien du tout. Bon, voilà, une résistance de papier, une résistance. La servitude involontaire, ce qui fait sa force et ce qui la rend difficile à combattre, c'est que c'est une servitude
que nous n'avons pas les moyens, en tout cas pas spontanément, les moyens de percevoir, de mesurer. C'est une servitude plaisante, c'est une servitude qui procure du plaisir, c'est une servitude qui procure de la distinction. Bon, et c'est une servitude qui nous permet de nous intégrer justement au monde qui est le nôtre. Le monde de la consommation, de la publicité, de la com, le monde du bougisme généralisé, qui est la plus extraordinaire invention que le capitalisme ait trouvée pour mettre les gens sous sa coupe. Le bougisme, c'est cette espèce de besoin devenu névrotique chez la plupart des gens de changer, changer pour changer, de changer parce qu'il est ringard de continuer à faire aujourd'hui ce que je faisais hier. Il est archaïque de faire demain ce que je fais aujourd'hui. Il faut absolument, même si ce que je sais faire, je le fais à la perfection, après des années d'efforts, etc., eh bien, il est absolument impératif, si je veux exister en tant qu'individu moderne, de cesser de faire ce que je sais faire pour le faire autrement, quitte à le faire plus mal. Rien que pour prouver aux autres et à moi-même que je ne suis pas figé, que je ne suis pas prisonnier, que je ne suis pas inerte. Bon, une espèce de... Voilà ce qui est en nous. Cette idéologie vit en nous, mais à la façon d'une idéologie. Une idéologie, c'est à peu près tout sauf des idées. Bon, j'exagère, je fais une formule. C'est beaucoup d'idées. Mais plus encore que des idées et des raisonnements, plus ou moins fallacieux, une idéologie, c'est du vécu, c'est des sentiments, c'est des structures profondes de la perception, des structures profondes de la sensibilité, c'est la façon spontanée dont je ressens les autres, les événements, les nouvelles que j'entends, les gens que je vois, l'actualité, etc. C'est ça l'idéologie. C'est-à-dire, finalement, bon, l'idéologie, c'est le bain dans lequel nous sommes immergés en permanence, avec cette particularité que ce bain est à la fois à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Nous en sommes pénétrés, nous en sommes imprégnés. Bon. Il est beaucoup plus facile, oui, beaucoup moins difficile, si vous préférez, d'abattre les remparts de la Bastille, au sens propre et au sens figuré. Il est plus facile de fissurer du béton ou du ciment ou des pierres de taille que de fissurer les inclinations, les propensions, les tendances, les goûts, c'est-à-dire toutes les structures de subjectivité, de personnalité, comme vous voulez, que notre éducation, à un moment donné, dans un monde donné, a pu construire en nous. Et concrètement, aujourd'hui, faire la révolution à l'intérieur de nous, ça voudrait dire quoi? Dans ce système dans lequel on est si confortablement installé? Eh bien, ça veut dire, par exemple, refuser de faire du profit une fin en soi, refuser de subordonner son existence à l'accumulation de biens, refuser de subordonner son existence à la recherche frénétique de tous les plaisirs, au renouvellement, permanent de la sensation. C'est refuser, comme le faisait Kierkegaard, le philosophe danois, de cantonner son existence sur le plan esthétique, en oubliant que ce qui est la dimension proprement humaine de l'existence, c'est sa dimension éthique. Que le fin du fin et l'important dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est pas de se faire du bien,
c'est faire le bien, etc. Vous voyez, bon, on ne peut en parler que par formule, les choses-là. Bon, très difficile de mettre sur le papier recette de la conversion personnelle. Hein. Ce serait, il y aurait quelque chose d'un peu dérisoire là-dedans.